Chaque année, l'industrie minière mondiale met en circulation environ 25 tonnes de diamants d'une valeur supérieure à 16 milliards de dollars. Ces gemmes, symboles universels de luxe et de distinction, fascinent collectionneurs, créateurs et amateurs de joaillerie par leur rareté et leur capacité à réfracter la lumière comme aucun autre minéral. Mais comment ces cristaux de carbone parviennent-ils à briller dans une bague ou un collier? Pour le découvrir, nous voyagerons virtuellement au cœur du sud de l'Afrique, jusqu'à l'exploitation qui détient le record de production de diamants de haute pureté, et nous passerons en revue, étape par étape, le périple qui transforme un fragment de roche profonde en une pierre précieuse digne de la vitrine la plus exclusive. Dans les entrailles de la Terre, à entre 140 et 190 km sous la surface, le carbone, l'un des éléments les plus abondants de la planète, s'est retrouvé piégé il y a des centaines de millions d'années dans un environnement où la température avoisinait 1300 degrés Celsius et la pression dépassait 50 000 atmosphères. Dans ces conditions extrêmes, les atomes de carbone se sont organisés en une structure cubique compacte, caractéristique du diamant, donnant naissance à la substance naturelle la plus dure que l'on connaisse. Pourtant, sa formation est un processus délicat. Si la pression n'est pas suffisamment élevée ou si la température sort de la fourchette adéquate, le carbone adopte la forme de graphite, beaucoup plus tendre et plus répandue. La combinaison exacte de chaleur, de pression et de temps constitue la clé de ce miracle géologique. Les diamants ne sont pas demeurés silencieux dans les profondeurs. Il y a des dizaines de millions d'années, des éruptions volcaniques ultra rapides ont servi d'ascenseurs naturels. Des colonnes de magma riches en une roche appelée kimberlite se sont frayées un chemin jusqu'à la surface en quelques heures, emportant avec elles les cristaux tout juste formés. La kimberlite s'est solidifiée en cheminées verticales qui, au fil du temps, ont été mises à nu par l'érosion ou enfouies sous des sédiments. Ce sont dans ces tuyaux que se trouvent aujourd'hui les gisements les plus rentables. Au centre-sud du Botswana se situe l'exploitation à ciel ouvert la plus productive de la planète. Elle fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24, et traite près de 9 millions de tonnes de minerais chaque année. Là, les diamants sont concentrés dans 3 énormes corps de kimberlite représentant plus d'un demi-million de mètres cubes. Avant même d'atteindre les veines, il faut retirer des dizaines de millions de tonnes de matériaux stériles. Un défi logistique colossal. Des foreuses mobiles d'envergure monumentale perforent la dure roche granitique. Ces trous sont chargés d'explosifs soigneusement calibrés. Chaque détonation fragmente des milliers de tonnes de minerais, libérant des blocs où se mêlent kimberlite et diamants microscopiques. D'impressionnants camions-bennes, capables de supporter plus de 200 tonnes, dévalent et gravissent un circuit en spirale tortueux, transportant le minerai jusqu'à l'usine de concassage. Chaque voyage peut renfermer jusqu'à 1000 carats de diamants à l'état brut, valeur qui se multipliera après le traitement. Dès son arrivée à l'usine, le minerai quitte la trémie d'alimentation pour entrer dans la première ligne de traitement, conçue pour le réduire, le nettoyer et le trier avant les étapes de concentration. Dans la zone de concassage primaire, des mâchoires en acier à manganèse, animées par des plaques vibrantes, broient des blocs pouvant atteindre 1 mètre de diamètre jusqu'à des fragments inférieurs à 15 cm. Immédiatement après, le matériau tombe sur des tamis vibrants qui séparent les fragments déjà à bonne taille pour le broyage secondaire. Les fragments surdimensionnés sont déviés par des diverteurs hydrauliques vers des concasseurs à cônes à tête courte, où des manteaux et cônes opposés les réduisent par friction jusqu'à 5 cm. De là, un convoyeur encapsulé, équipé de capteurs de pesage dynamique, de détecteurs de métaux et d'un système anti-poussière par brouillard fin, conduit le mélange à l'étape tertiaire de criblage. À ce stade, des grilles à haute fréquence font vibrer des mailles en polyuréthane à peine larges de 8 mm, classant le flux en 3 courants. Les particules fines prêtes pour la libération des gemmes, les particules intermédiaires qui reviennent en circuit fermé dans un moulin à rouleau à haute pression, et les résidus grossiers destinés à la décharge ou à des usages de remblayage. Le produit sous la maille est déchargé dans un réservoir tampon, d'où des tambours cylindriques recouverts de caoutchouc le font tourner lentement pour séparer les argiles adhérentes. L'intérieur de ces trommelles utilise des déflecteurs hélicoïdaux qui entraînent les particules fines vers la sortie tout en retenant les galets plus gros pour les écraser jusqu'à ce qu'ils passent à travers des ouvertures de 10 mm. Juste après, le mélange entre dans une laveuse à jet sous haute pression. Des bus d'en éventail projettent de l'eau à 10 bars en flux convergent, détachant toute pellicule de limon restante. La boue résiduelle est acheminée vers des épaississeurs où des flocculants anioniques permettent de récupérer et de recycler l'eau de process, réduisant ainsi la consommation globale.
La fraction solide, désormais propre et à granulométrie contrôlée, circule sur des bandes transporteuses blindées, surveillées par des caméras de vision artificielle qui vérifient en temps réel l'homogénéité du flux et déclenchent des alarmes en cas de blocage ou de dérive dimensionnelle. Enfin, le matériau rejoint des silos de stockage équilibrés, prêts pour les phases sophistiquées de séparation optique, densimétrique et par rayon X, où les gemmes seront enfin libérées et classées sans qu'aucune ne reste prisonnière d'impuretés ou de particules de matrice. Bien que le concassage réalise l'essentiel du travail, il subsiste encore des impuretés adhérentes à la kimberlite. Les lots concentrés sont donc plongés dans des réacteurs chimiques robotisés où un bain chaud, conçu pour dissoudre les silicates et les argiles sans altérer la dureté du diamant, élimine les résidus et dévoile des cristaux vierges. Ensuite, une ligne de récupération ultra rapide combine 3 technologies en cascade. Des rayons X détectent la fluorescence spécifique et actionnent des éjecteurs pneumatiques. Un séparateur à milieu dense, utilisant une suspension ferrosilicée, fait flotter les gemmes tandis que les minéraux plus lourds coulent. Et des capteurs spectroscopiques confirment la signature optique du carbone cristallin, le tout convergeant vers un concentré qui, dans cette mine en particulier, atteint environ 11 millions de carats, soit quelques 2200 kg de diamants par an. Lorsque le lot de diamants bruts franchit la porte de l'atelier, il passe du domaine de la géologie à celui de la conception de précision. Le maître tailleur, assisté de scanners laser 3 dimensions à haute résolution, capture en quelques secondes un modèle numérique de chaque gemme. Ce nuage de points révèle inclusion microscopique, tensions internes, micro-éclats et variations de couleurs invisibles à l'œil nu. À partir de cette radiographie virtuelle, un logiciel d'optimisation exécute des milliers de simulations en un clin d'œil, testant angle de taille et répartition des facettes pour maximiser l'éclat, la symétrie et la rentabilité. L'algorithme évalue la masse perdue, la qualité optique obtenue et la valeur marchande attendue. Une fois le plan idéal défini, un laser à fibre trace sur la surface de la pierre des lignes directrices aussi fines que 2 centièmes de millimètre, indiquant avec une précision chirurgicale où doit pénétrer le disque diamanté. Ce processus, qui allie art, mathématiques et physique de la lumière, peut transformer un cristal brut initialement estimé à 1 million d'euros en une gemme finie capable de doubler ou tripler son prix, à condition que la taille trouve l'équilibre parfait entre masse préservée et feu interne qui fait vibrer les vitrines des bijouteries. Historiquement, les pierres étaient fendues à coups de marteau et de burin suivant les plans de clivage. Aujourd'hui, on utilise des lasers haute puissance qui vaporisent le carbone indésirable en découpe plus fine qu'un cheveu humain. Une fois les blocs ouverts, 2 diamants sont frottés l'un contre l'autre sur des roues imprégnées de poudre de diamant. Seul un diamant peut en user un autre. On obtient ainsi la silhouette de base, souvent ronde. On détermine les zones où seront taillées les futures facettes. Cette étape fixe si la pierre adoptera une taille brillant, émeraude, marquise ou autre. Une fois la silhouette tracée, le diamant passe sur le plateau de polissage. Un disque de fer usiné qui tourne lentement, environ 35 tours par minute, pour éviter tout choc brutal. Sur sa surface, l'artisan étale une pâte onctueuse faite d'huile minérale et de poudre de diamant dont la granulométrie varie de 3 micromètres lors des premiers passages à des particules submicroniques dans la phase finale. Guidée par un bras articulé muni de mâchoires de maintien, la gemme est approchée du disque et posée avec une pression à peine supérieure à celle d'un effleurement. Ainsi, fraction après fraction de millimètre, chaque facette s'affine. Le processus exige d'alterner les angles à l'aide d'un goniomètre de précision. Si la couronne ou le pavillon s'écarte de quelques dixièmes de degré, la lumière ne rebondit plus où il faut et le feu s'éteint. Un brillant idéal comporte 57 ou 58 facettes. Table, étoile, quilles, comètes et culasses sont taillées avec des contrôles à la loupe 10 fois et par microscopie électronique à balayage pour écarter tout micro-éclat. Chaque facette fraîchement polie est nettoyée à l'ultrason et à la vapeur pressurisée avant de passer à la suivante, évitant que des grains libres n'égratignent la surface. Pour les pierres de plus de 5 carats, le cycle complet peut durer jusqu'à 8 semaines. On intercale des phases de refroidissement pour dissiper la chaleur générée. Un excès compromettrait la structure cristalline et l'on documente chaque étape dans un registre numérique associant numéro de facette, pression appliquée et durée de contact. À l'issue, la gemme réfléchit la lumière comme un kaléidoscope en miniature. Éclats blancs et arc-en-ciel jaillissent avec une telle intensité que sa valeur peut être décuplée, mais un seul angle mal calibré suffit à faire perdre ce spectacle optique et, avec lui, une part du prix final. Une fois le polissage achevé, la gemme entre dans une passerelle de contrôle alliant artisanat et science de pointe.
Un opérateur dépose le diamant sur une balance analytique à cage antivibratoire qui enregistre le poids au millième de carat et transmet la donnée à la base centrale. La pierre est ensuite posée sur une platine dans une cabine à éclairage D65 où spectrophotomètres et spécialistes comparent son ton et sa transparence à des étalons mètres, écartant les dominantes indésirables. Elle passe ensuite sous un microscope d'immersion à 60 fois pour révéler inclusions, plumes ou nuages invisibles à l'œil et déterminer la classe de pureté. Un scanner optique 3 dimensions projette ensuite des faisceaux de lumière cohérentes sur chaque facette, mesurant angles et proportions avec des tolérances inférieures à 2 centièmes de degré pour vérifier la conformité à la taille idéale. Lorsque la gemme franchit tous ces filtres, poids, couleur, pureté et symétrie, elle est placée sur un tour de maintien pneumatique. Un laser à impulsion ultra courte grave sur le certi une matricule alphanumérique de seulement 50 nanomètres de profondeur et 200 microns de longueur. Invisible sans loupe mais permanent, qui relie la pierre au certificat délivré par des laboratoires gémologiques internationaux, GIA, HRD ou IGI, garantissant authenticité, traçabilité et valeur partout dans le monde. Depuis le XVe siècle, la Belgique, et en particulier la ville d'Anvers, s'est imposée comme le plus grand centre de taille et de commerce des diamants. Chaque année, près de 20 tonnes arrivent de toutes les mines du globe, soit plus de 80% du marché. Des maisons centenaires allient tradition artisanale et scanners de dernière génération, et dans leurs salons se concluent des transactions dépassant 35 milliards d'euros par an. Une fois la documentation en règle, les diamants voyagent vers les ateliers d'orfèvrerie où les créateurs conçoivent bagues, colliers, boucles d'oreilles et montres. Le sertissage exige une habileté extrême pour ne ni fracturer la pierre ni obstruer son entrée de lumière. Enfin, la pièce achevée s'expose dans les vitrines du monde entier, prête à commémorer engagement, anniversaire ou simplement le désir de porter la substance la plus dure, et l'une des plus belles de la nature. Ainsi s'achève le voyage d'un atome de carbone qui, après avoir supporté des pressions colossales, des éruptions volcaniques, des détonations contrôlées et un polissage de chirurgiens, aboutit au cœur d'un bijou éblouissant. Connaître l'odyssée qui le mène du manteau terrestre jusqu'à la surface révèle la prodigieuse collaboration entre forces de la nature et savoir-faire humain qui rend possible chaque diamant.